Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez en direct du centre des congrès de Metz. Le centre des congrès Robert Schuman, Oser l'économie, se déroule tout au long de la journée et vous avez pu découvrir de nombreux invités. On a balayé de nombreux écosystèmes depuis ce matin 10h et nous allons parler en ce début d'après-midi des formations d'avenir, de l'emploi de demain, l'intelligence artificielle au service de la personnalisation des parcours de formation avec un projet concret, le projet Métal. Pour nous en parler aujourd'hui, nous accueillons monsieur Azim Roussanali. Bonjour monsieur. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes enseignant, chercheur à l'Institut des sciences du digital. Vous occupez également du management. Vous travaillez également au laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications. Merci d'être avec nous. À nos côtés également madame Claire Gardan. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant, chercheur, vous travaillez également au laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications. Et puis nous avons monsieur Bonin également, qui nous a rejoint pour cette web télé, enseignant, chercheur à l'Institut des sciences du digital, au laboratoire lorrain de recherche en information et ses applications. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Alors monsieur Roussanali, est-ce qu'on peut présenter le projet Métal aux téléspectateurs qui nous regardent ? Mais pour mieux présenter le projet Métal, je pense qu'il faut se placer dans un cadre, prendre un peu de recul par rapport à la problématique et se situer dans la problématique générale d'un enjeu de société dont on parle beaucoup actuellement, qui est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les applications. Quand on parle d'intelligence artificielle, on a tout de suite dans la tête les voitures autonomes, la médecine, les drones, mais l'intelligence artificielle s'applique aussi à l'éducation. Et donc cette question aujourd'hui, elle est d'actualité et je veux citer ici par exemple le rapport Villani qui en parle et qui mentionne bien cette nécessité de créer une communauté autour de l'intelligence artificielle et de l'éducation. La communauté aujourd'hui s'organise. On en voit en France aujourd'hui à peu près, dans les derniers recensements, à peu près 400 entreprises, 400 start-up autour de l'EdTech, donc la technologie de l'éducation. Mais la communauté de recherche s'organise également autour de réseaux internationaux comme le réseau Solar, qui organise des conférences sur ce thème de l'intelligence artificielle pour l'éducation. L'année dernière à Nancy, la plateforme d'intelligence artificielle qui est une conférence nationale, enfin francophone, plutôt internationale et francophone, qui s'est passée à Nancy et un des thèmes majeurs était justement l'IA pour l'éducation. Donc le Métal rentre vraiment dans cette problématique, dans ce questionnement, à quoi sert, comment on peut utiliser les avancées de l'IA pour l'éducation. Justement, transition toute faite pour vous passer le micro, madame Gardan. Vous qui, je crois, vous occupez de l'apprentissage du français, c'est ça, justement l'intelligence artificielle, en quoi elle apporte justement beaucoup de progrès, justement. Oui, alors peut-être avant de répondre, je voudrais corriger un fait, c'est que je ne suis pas enseignant-chercheuse, mais directrice de recherche au CNRS. Je n'avais pas la bonne fonction, autant pour moi, mais désolée. elle passe. Oui, l'intelligence artificielle, par exemple, pour l'enseignement de la grammaire du français, donc c'est ce sur quoi nous travaillons dans le cadre du projet Métal. Donc là, l'objectif, c'est effectivement d'automatiser la production d'exercices de grammaire, ou donc plus généralement de créer une application qui permette aux apprenants de faire des exercices de grammaire en ligne. Alors évidemment, il y a beaucoup d'exerciceurs en ligne actuellement. La grosse différence, c'est que derrière ces exerciceurs en ligne, ce sont des enseignants, des éditeurs qui vont créer manuellement les exercices. Donc ce que l'intelligence artificielle peut apporter dans ce cadre-là, c'est l'automatisation de la création des exercices par des techniques, en particulier de traitement automatique des langues. Alors quelles sont-elles justement ces techniques ? Alors, dans le cadre du projet Métal, nous travaillons sur deux techniques. Une première technique où nous utilisons les méthodes neuronales, les méthodes d'apprentissage profond, pour générer des phrases à partir de contraintes. Donc l'objectif du projet, c'est de pouvoir adapter les exercices générés à un certain niveau, à un certain vocabulaire. Évidemment, les phrases concrètes doivent permettre la création d'exercices qui portent sur un point de grammaire précis.
Donc la génération, on utilise là les réseaux de neurones pour générer des phrases à partir d'un ensemble de contraintes. Comme par exemple, on va dire, on voudrait générer une phrase qui contienne un pronom relatif, qui contienne le verbe manger et le verbe dormir. Et donc à partir de ces contraintes, on va créer un gros corpus d'apprentissage qui pourrait être ensuite utilisé par le réseau de neurones pour ensuite générer automatiquement des phrases à partir de ces contraintes qui pourront ensuite être utilisées pour créer un exercice. Donc typiquement un exercice sur les pronoms relatifs. D'accord, alors justement on parlait hors antenne un petit peu des langues étrangères avec vous Monsieur Bonin, puisque vous êtes en train de réaliser une tête parlante pour l'apprentissage des langues, c'est bien ça Dans le cadre du projet Metal, oui, ça fait partie d'un des axes. Alors c'est pas l'axe dont moi je suis le porteur, donc c'est quelqu'un d'autre qui s'appelle Slimoni qui n'a pas pu venir aujourd'hui, et à la place de qui je vais parler pour cet axe-là. Donc oui, alors il s'agit de réaliser une tête parlante pour l'apprentissage des langues. Alors ça se fait selon deux parties. La première, c'est la modélisation en 3D d'une tête, donc qu'on peut voir sur l'écran en 3D une tête, un visage, qui va articuler des sons. En transparence, on pourra voir les organes internes, la langue, etc. qui vont s'articuler pour aller aider les apprenants à mieux prononcer les sons de la langue étrangère. Donc ça, c'est un des premiers aspects. Et l'autre aspect, c'est qu'il y a aussi un système de traitement du langage naturel pour aller détecter les erreurs de prononciation des apprenants et pour aller leur suggérer quoi faire pour s'améliorer. Est-ce que vous pouvez nous parler également, Monsieur Bonin, des outils de Learning Analytics ? Les outils de Learning Analytics. Alors ça, c'est expliquez-nous, parce que ça peut paraître un petit peu complexe, mais pour les gens qui nous regardent, leur expliquer de manière un petit peu plus basique. Voilà. Alors ce qu'est le Learning Analytics déjà, donc c'est à partir des traces d'usage qui sont laissées sur des plateformes éducatives en particulier, mais des traces éducatives en général, aller faire des analyses pour obtenir des statistiques sur, essayer de chercher des régularités en fait dans les usages à partir de toutes ces données, pour aller ensuite pouvoir faire des diagnostics automatiquement et même des prescriptions de manière automatisée via des systèmes intelligents. Alors c'est en gros utiliser toutes ces traces pour mieux comprendre le processus d'apprentissage et pour améliorer le contexte dans lequel il se produit. Eh bien, ça a été très bien expliqué parce qu'à la base, je ne l'avais pas tout à fait saisi. Alors, Monsieur Roussanali, j'ai envie qu'on fasse un état rapide justement de ce sujet, que ce soit dans le monde, en Europe, en Lorraine. Est-ce qu'on avance finalement au même niveau que nos collègues européens ? Ça dépend dans quel domaine. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des start-up. Aujourd'hui, la France s'est organisée autour de cette EdTech. Donc, et aujourd'hui, ils sont de plus en plus visibles sur le marché. La communauté de recherche également y participe. Et là aussi, au niveau national, il existe des projets, notamment dans le cadre du projet PIA Investissement d'avenir. Il y a beaucoup de projets qui ont été retenus et qui vont dans ce sens-là. En fait, il s'agit de valoriser les données. Aujourd'hui, en fait, on est face à une situation, pour préciser ce que disait Geoffrey tout à l'heure, c'est qu'on est face à une situation où on a de plus en plus de données. De fait qu'on utilise le web, on utilise des services en ligne, on utilise des ressources en ligne, on utilise des objets connectés, tout ça, ça génère des traces. Et en fait, il s'agit de valoriser cet ensemble de traces au bénéfice de l'apprenant. Donc l'idée, on a toujours en ligne de mire, c'est l'apprenant. Pour revenir à votre question de l'internationalisation, donc les plus avancés aujourd'hui, ce sont l'enseignement supérieur et plutôt aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon. Là, ils ont vraiment des expériences, on va dire, qui ont montré la faisabilité et l'intérêt des Learning Analytics. De nombreuses universités se sont lancées à titre dans leur stratégie dans ce domaine-là. Et on a aujourd'hui un certain nombre de résultats qui commencent à nous arriver et qui sont assez positifs. Par exemple, on a l'habitude de donner, par exemple, avec les Learning Analytics, on peut prévoir au plus tôt les échecs que les étudiants vont avoir dans les universités. Donc voilà, c'est des exemples et on peut améliorer ce chiffre-là entre 10 et 30% selon les universités qui l'ont testé.
Alors, il y a également le bac analytique qui permet l'utilisation de l'intelligence artificielle pour anticiper le choix des matières de rattrapage au bac. Et ça peut être intéressant pour tous les futurs bacheliers qui nous regardent. Oui, ça c'est un autre projet qui est en parallèle avec Metal. Ouais. Mais en fait, on distingue bien ce qu'on appelle le learning analytics, où c'est de l'apprentissage, c'est les traces de l'apprentissage que l'on va utiliser. On va appeler ça de l'academic analytics, qui est dans le domaine de l'éducation, tout à fait. Mais cette fois-ci, c'est au service de l'administration, au service de la gestion des établissements. Et là, le problème qu'on avait traité avec ce projet de bac analytics, c'est que entre le moment où on a le résultat du premier tour du bac et le deuxième tour, il se passe que 24 heures. Et il n'y a pas de choix formel des matières de rattrapage qu'on va passer. Donc on a utilisé des techniques d'intelligence artificielle pour prédire des algorithmes, des choses de ce genre. Oui. Et donc là, tout à l'heure vous posez la question quels algorithmes. On a testé une dizaine d'algorithmes, on en a retenu le meilleur. Donc là, le meilleur qu'on a retenu pour celui-ci, il s'appelle ce sont des arbres de décision. En fait, c'est des random forests. Donc pour le béotien, ça ne veut rien dire, mais en tout cas, ça calcule des décisions automatiquement. Et on a eu des résultats dont les utilisateurs ont été très satisfaits. Donc c'était, on va dire, une success story. D'ailleurs, notre prototype a reçu un prix au niveau national et qui nous a été remis dans le cadre d'un concours national où il y avait à peu près 300 projets qui avaient été présentés et nous avons fini dans les 3 lauréats. Voilà. Alors on revient sur le projet Metal concernant le financement. Comment vous avez financé ce projet? Qui vous a aidé? Alors là, le projet, en fait, c'est une réponse à un appel d'offres d'appel à projet au niveau national. Alors le projet s'appelait IFRAN. Donc en fait, c'est dans le cadre du PIA, donc c'est Programme Investissement d'Avenir. L'État a lancé un appel à projet auquel toute la Lorraine s'est mobilisée. Donc majoritairement la Lorraine, je dirais, parce qu'il y avait l'Académie de Nancy-Metz. Et puis plus tard, nous ont rejoint les conseils départementaux, les laboratoires de l'Université de Lorraine. Là, vous avez 3 représentants du lauréat, mais en fait, il y a d'autres laboratoires qui participent. Et c'est un travail hautement pluridisciplinaire parce que vous avez des psychologues, des spécialistes de sciences de l'éducation et même des juristes, puisque la question des données nous amène à collaborer avec des juristes. Donc c'est un vaste projet qui mobilise beaucoup de chercheurs et dont le financement en fait est assuré essentiellement par l'État à travers ces projets. Madame Gardan, quel est l'impact attendu finalement sur les utilisateurs du projet Metal? C'est difficile à dire pour l'instant, tant qu'on n'a pas mis en ligne l'application et qu'on ne peut pas voir... Ce sera mis quand en application? Alors on a un premier prototype qui sera testé dans les mois qui viennent. Et suivant les résultats, alors ça va aussi beaucoup dépendre justement des Learn Analytics, c'est-à-dire de l'utilisation des traces qui seront faites. La première question, c'est est-ce que les apprenants accrocheront, est-ce qu'ils utiliseront l'application? Est-ce que ça va leur apporter quelque chose de plus que les manuels ou que les exerciceurs qui existent actuellement? Et je pense que oui, parce qu'on veut vraiment pouvoir adapter les exercices à l'apprenant et donner beaucoup plus de variété aux exercices. Donc par exemple, les exercices peuvent être générés. J'ai parlé de génération d'exercices avec des méthodes neuronales. On utilise aussi une autre méthode qui est basée sur ce qu'on appelle l'analyse syntaxique, où là, on va en fait préanalyser les phrases et utiliser ces phrases préanalysées pour construire les exercices. Donc là, il n'y a pas de génération de phrases. On va chercher des phrases et on va les utiliser, on va les caractériser et ensuite les utiliser pour la création d'exercices. Et dans cette deuxième approche, on va sélectionner les phrases, on peut les sélectionner à partir de différents types de textes. Donc on peut les sélectionner à partir de comptines, si c'est pour des élèves du niveau primaire, le contenu, ou alors à partir d'articles de journaux ou encore de livres, de romans. Donc je pense qu'il y aura beaucoup plus de variété. Il y aura aussi le fait que
Quand on a un manuel ou quand on a un exerciceur, très vite, on a le même exercice qui revient. C'est-à-dire que c'est un stock limité parce qu'ils sont créés à la main, alors que nous, la production est illimitée d'une certaine façon. On peut produire autant d'exercices qu'on veut. Donc on pourra mettre à jour l'application dès qu'on le souhaite. Dès que vous allez apporter du contenu. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on va apporter du contenu et les exercices on fera en sorte que les exercices ne soient pas les mêmes. Si l'apprenant veut faire 100 exercices sur le pronom relatif, on fera en sorte qu'ils soient différents. D'accord. Donc on espère que cette variété va permettre d'accrocher les apprenants. L'autre aspect qui est très important, effectivement, c'est l'analyse des traces et l'utilisation qu'on peut en faire pour personnaliser l'apprentissage. Justement, Monsieur Roussanali, concernant l'utilisation des données, de l'éthique, j'imagine que c'est un débat qui doit avoir son importance au sein du projet Métal. Bien entendu, c'est même un sujet central dans le projet Métal. C'est un sujet très, très important et auquel nous portons vraiment beaucoup d'attention. Il se trouve qu'on a affaire à un public généralement de mineurs, donc ça complique encore plus le problème de la collecte des traces. Oui, légalement, il y a des choses à respecter, forcément. Alors aujourd'hui, il y a depuis le mois de mai, vous savez qu'il y a la RGPD, donc c'est la réglementation de... la RGPD, c'est la réglementation... L'utilisation des données privées, c'est ça? Non, en fait, la protection des données. Protection, PD, c'est la réglementation générale de la protection des données, qui est mise en place. Et on n'a pas attendu ça, parce que le projet Métal, il a démarré bien avant que cela rentre en jeu, où on doit s'y conformer. Mais d'une manière générale, nos recherches, ça fait 10 ans que nous travaillons dans une équipe de recherche qui s'appelle Kiwi, où on manipule des données issues de comportements humains. Et nous avons toujours eu ce souci d'intégrer dans nos contraintes l'idée de l'éthique. Par rapport à l'utilisation qu'on ferait de ces données. Et en fait, on parle, donc là par exemple, je vous disais tout à l'heure que pour le projet Métal, on travaille avec des juristes. Ce sont des juristes qui viennent de l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines, dans la région parisienne, et avec lesquels nous collaborons, nous dialoguons pour leur montrer les solutions que l'on veut mettre en place et voir dans quelle mesure on peut les utiliser, et d'un autre côté, eux nous donnent des nouvelles fonctionnalités à mettre en place. Donc c'est vraiment une vraie collaboration qu'on a avec ces juristes. Et comment dire, cette question, aujourd'hui, on appelle cette approche de l'éthique by design ou de la privacy by design. C'est-à-dire qu'au moment où on conçoit les produits, cet aspect doit être pensé, oui. Doit être comme une contrainte, comme est-ce qu'on a suffisamment de place dans les machines, est-ce que les machines sont suffisamment rapides, est-ce que les algorithmes vont s'adapter. Et bien cette question-là, elle est posée au même titre. Madame Gardan, concernant l'utilisation des données, de l'éthique, j'ai envie d'avoir un petit peu votre réaction. Et alors, de mon côté, je m'en occupe pas beaucoup parce que nous, on crée des exercices, on va récupérer les données, mais ensuite les données seront utilisées par les autres équipes du projet. Donc cet aspect effectivement est... Plus technique. Plus technique finalement. Plus technique, non. Enfin, l'éthique des données, nous, on va effectivement, nous-mêmes, on ne va pas les utiliser. Donc ça va être utilisé par d'autres équipes du projet. Et comme Azim vient de le dire, il y a quand même un juriste qui fait sa thèse dans le cadre du projet qui nous informe très bien des contraintes afférentes au traitement de ces données. Donc Monsieur Bonin, vous allez véritablement vous servir de ces données pour faire avancer le projet. C'est ça, donc moi je suis porteur d'un axe du projet qui porte là-dessus justement, donc sur l'exploitation de ces données d'usage. Et en particulier, moi c'est pour fournir des recommandations engageantes. Donc c'est partir de l'effort qu'on peut mesurer à partir de ces traces d'usage, essayer d'estimer déjà cet effort fourni par les élèves, essayer de prédire l'effort qu'ils vont avoir à fournir pour effectuer des tâches qu'ils n'ont pas encore effectuées. Et à partir de ces estimations, essayer de trouver, faire que le système, en fait, un système intelligent qui fournisse des recommandations engageantes, donc qui maximise leur effort. Monsieur Roussanali, vous souhaitez apporter peut-être quelques infos supplémentaires? Bien entendu, il y a quelques points qu'on pourrait évoquer ici, c'est-à-dire sur la méthode. Les outils qui sont conçus, par exemple, sont conçus avec les élèves et avec les enseignants. Donc ça fait partie d'une des caractéristiques du projet. Et je pense que Geoffrey
pourrait nous en parler parce qu'il participe à des réunions avec d'autres enseignants et avec d'autres élèves. Donc ça caractérise un tout petit peu. Pour que il y a la notion de confiance et d'acceptabilité de ces produits. Aujourd'hui, c'est un vaste débat. Aujourd'hui, est-ce que le travail de l'enseignant va changer dans le futur? Les questions sous-jacentes à l'utilisation de ce type d'outils ne sont pas que technologiques. Elles vont bien au-delà de la technologie. Et nous, notre approche, on veut que l'adoption de ces outils soit, la chance d'adoption de ces outils soit maximale, justement, en adoptant ce type d'approche, en disant on construit ensemble les outils, de quoi vous avez besoin, et voilà ce qu'on peut vous proposer, et choisissez parmi toutes les possibilités que l'on fait. Donc cette méthode qui est utilisée aujourd'hui est quelque chose de très important. Je voudrais aussi revenir sur l'utilisation des données. La RGPD aujourd'hui a l'avantage de formaliser les choses, c'est-à-dire qu'elle cadre bien ce qu'on doit faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc ça clarifie un tout petit peu les positions. Par exemple, la transparence. On doit être capable de dire aux élèves et à leurs parents quelles sont les données qu'on utilise, quelles sont les données qu'on collecte. L'explicabilité, quand on recommande quelque chose, on doit pouvoir dire pourquoi on le recommande, quels sont les éléments qui nous permettent de dire qu'on vous recommande quelque chose. Le droit à l'oubli, on doit pouvoir laisser la possibilité aux apprenants de supprimer certaines informations qu'ils jugent non exploitables, trop privées. Le consentement éclairé, ils doivent être d'accord pour qu'on utilise ces données-là et tout en étant informés. Le principe de minimalité, quand on collecte des données, quand on va collecter des données, eh ben, on doit en faire on doit dire comment on va l'utiliser et pourquoi on va l'utiliser et on ne doit pas les détourner. Et tout ça, l'idée qu'on voudrait nourrir à la fin de ce projet, c'est de dire, en fait, il existe différentes applications qui utilisent des données. La nôtre, le fait qu'elle soit éthique, il faudrait qu'on aille vers une espèce de labellisation qui donne la confiance à l'utilisateur d'utiliser ces outils-là et qui reconnaît entre toutes ces applications lesquelles sont utilisées pour un bon usage et qui contribuent à leur apprentissage et lesquelles vont détourner des données parce qu'aujourd'hui c'est à peu près la peur que l'on entend aujourd'hui et à juste titre parmi les parents d'élèves. Alors, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, excusez-moi pour cette petite quinte de tout. Quel est également l'impact écologique par rapport au projet Métal? Est-ce que c'est un facteur que vous prenez en compte dans la conception du projet? Parce que c'est un petit peu le thème de cette journée Oser l'économie. L'impact écologique, monsieur Bonin. S'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas, je ne sais pas, dans la manière de créer. Est-ce que c'est un facteur que vous prenez en compte dans la création? Là, on se trouve dans du virtuel et je pense que les impacts sont plus sociétals que écologistes. Ils sont sociétals, ils sont aussi peut-être écologiques. Bien sûr. C'est un lien de cause à effet. Bien entendu. Et j'ai évoqué les dangers. Les dangers de... En fait, on ne voudrait pas paraître comme des hyper progressistes et pour le dire des geeks. On a le temps. Moi je trouve qu'aujourd'hui le débat sur l'usage des learning analytics, on a l'impression qu'il y a une urgence. Et en tout cas ma position personnelle, c'est qu'on a le temps. Aujourd'hui on va faire ça avec les enseignants. Et les choses vont évoluer. Je suis sûr que le métier d'enseignement va évoluer avec ça, mais au rythme qu'il faudra. Voilà. D'ailleurs, les enseignants sont de plus en plus nombreux à utiliser les nouvelles technologies, que ce soit en classe. Le projet Métal va se dérouler sur plusieurs années, j'imagine. À long terme, sur combien de temps ce projet va s'installer durablement, j'imagine? C'est un projet de recherche, donc il y a une fin. Donc c'est 2016-2021, c'est ça? Un projet de 4 ans. C'est un projet de 4 ans. Donc en 2020, fin 2020, c'est terminé. Nous, on doit rendre des conclusions. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des psychologues qui travaillent avec nous. Leur travail, ça va être justement d'évaluer l'impact des outils que nous aurons proposés. Et donc on aura une conclusion, une vue, et on pourra prendre des décisions sur ce qu'il faut garder et ce qu'il faut continuer par rapport à ce projet. Donc on aura vraiment une vue claire grâce au travail des sciences humaines et des observations qu'ils vont pouvoir faire sur ce projet-là. Donc vous aurez un bilan concret au bout de combien de temps d'utilisation justement des élèves? 2 à 3 ans?
Peut-être un petit peu moins. Oui, en fait, donc, comme on doit récolter des données, on a besoin de récolter des données pendant un bout de temps et seulement après. Donc 2 ans, ce serait l'idéal. D'accord. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et passez une très très belle journée. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Dans un instant, nous serons à nouveau en direct sur le Facebook Innovation Responsable. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 14h pour parler de santé innovante ici en direct du centre des congrès de Metz Robert Schuman. A tout de suite.